toujours au travers d'Excel. Hein. Voilà, c'est ce que vous avez surtout à avoir à traiter quand vous avez des données statistiques de manière soit continue, soit discontinue, soit discrète. C'est de pouvoir faire des tableaux récapitulatifs. Et faire ces tableaux récapitulatifs un peu de manière générique, hein, comme je voulais un peu montrer là avec les résolutions d'exercices. Voilà. Bonjour Mathilde. Donc du coup, c'est, je sais pas si vous pouvez, si vous avez Excel sur vos PC. Bonjour Mathilde. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, Oui, ok. Bah oui, moi j'ai Excel sur mon PC, c'est tout bon. d'accord. Pour les autres. Ok. Donc l'idée c'est d'ouvrir Excel. Voilà. Et dans les tableaux statistiques, c'est l'idée, c'est tout ce qui est calcul donc de centre de classe, avec les effectifs, faire les effectifs cumulés, différents produits. Je ne sais pas si ça vous parle, là, les tableaux statistiques. Est-ce que vous avez du coup eu le temps de voir ça en cours? Non, pas vraiment. Mais Bon, peut-être l'année dernière, je sais plus, vu qu'on avait eu quelques cours d'Excel. Je me souviens plus si on avait pu y voir ou après personnellement s'il y en a qui ont déjà vu tout ça. d'accord. Voilà. Donc en fait, en général, quand on rentre des données, alors on va prendre des choses un peu au hasard, hein, c'est donc de dire que c'est donc de dire que si on va prendre le cas, voilà, on va faire un truc comme ça. On va prendre le cas de, je vais l'écrire, ça va faire en même temps un rendu. Hop. Si on prend sur un intervalle entre 450 et 500 d'une mesure de quelque chose, hein, voilà. Euh, Ça, c'est l'amplitude des mesures. Et souvent, ce qu'on fait, hein, c'est on coupe cette amplitude
en différents petits intervalles. Donc le plus simple, c'est de dire on fait un intervalle fixe. Imaginons on prend un intervalle de 5, là comme ça c'est divisible. Intervalle de 5. Voilà. Et donc du coup, ça va faire des familles de 50, de 450 à 455, ainsi de suite, 455 à 60 et ainsi de suite. Donc ces familles-là, on va mesurer quelque chose entre 450 et 455, et en général, on va donner le nombre d'individus qui se situent dans cette classe-là. Donc dans Excel, si on veut quelque chose de générique, c'est-à-dire générique, ça veut dire à la fois on peut étendre en ligne et en colonne. Eh bien, alors réellement, c'est pas tout à fait ça. Les classes d'intervalle, on ne prend pas la fin, puisqu'il est pris par la deuxième classe d'intervalle. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met les bornes. On met les bornes inf, en inférieur, et puis la borne sup. Donc elle commence à 450. Voilà. Et ensuite, on rentre l'amplitude de la classe. Bah, c'est 5. Parce qu'on a dit qu'on ferait à largeur fixe, mais on pourrait mettre 7, on pourrait mettre n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de dire que la borne sup, c'est égal à quoi? C'est égal à la borne inf plus son amplitude. Et du coup, la borne qui suit, c'est forcément égal à la borne qui est ici. Voilà. Et celle-là, si on remet une amplitude, c'est normalement la même formule que celle-ci. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc on a bien comme ça. Donc normalement, à cette longueur-là, à cette ligne-là, si on la tire, donc jusqu'à 550, non, j'ai dit combien? J'avais dit jusqu'à 500. C'est-à-dire que celles-là sont de trop. Hop. Alors, ça peut... Ah oui, mais du coup, ça a augmenté la... Voilà, donc ça veut dire qu'il me semblait que... Là, si on veut pas que ça bouge, ben on met amplitude fixe et puis on met, si on veut vraiment pas que ça bouge dans la formule, alors il y a deux manières de faire. Il y a le fait que si on tire comme ça, il doit reconnaître, sur 2 lignes, il doit reconnaître que le 5 ne bouge pas. Et donc du coup, ça permet donc d'avoir une constante. Sinon, si c'est vraiment une constante, le mieux c'est pas de mettre 5 comme ça, c'est dire amplitude constante, amplitude constante, et puis on met sa valeur ici, et puis ici on met cette valeur-là qui ne bouge pas. Et celle-là est égale à celle-là, et ainsi de suite. C'est une manière de faire. Par contre, quand vous voulez autrement par tirer la formule quelque chose qui est constant, il faut prendre 2 lignes et tirer la colonne, et il voit qu'il n'y a pas d'incrément. Parce que sinon, lui-même, il fait un incrément de 1. Là, pour l'amplitude constante, il y a 2 manières de faire. Donc après, ça, c'est pour décrire les classes. Alors, justement, décrire les classes, ça se décrit par un intervalle. Donc, là, on l'avait vu ensemble, le concaténé.
Donc on va écrire une chaîne de caractères qui décrit l'intervalle, hein. Donc on va faire concaténer, c'est juste pour le côté affichage. Donc concaténer, ça commence, donc si c'est du texte, ça va être des guillemets, hein, pour c'est une chaîne de caractères. Je prends cet intervalle-là, je concatène avec la borne min, je concatène, en général on met un point-virgule, donc la chaîne de caractères point-virgule. Là c'est le séparateur, hein, des choses que l'on concatène, hein, c'est pas c'est un point-virgule, mais ça représente pas la même chose. Là ça représente la chaîne, et là ça représente le séparateur dans l'opérateur concaténé. La borne sup, point virgule, et le crochet ouvert, car on ne prend pas la borne sup. Avec 3 points virgule, là. Du coup, ça écrit la classe telle qu'on l'écrit en général à la main. Là, ça le fait de manière automatique. Après, une fois que l'on a la classe, il faut calculer le centre de classe, car tout est ramené au centre de classe. Donc, le centre de classe, c'est la moyenne de la, hein, c'est le centre entre la borne min et la borne max. Donc c'est la somme de ça, enfin, de borne min plus borne max divisé par 2, et on a le centre de classe. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Moi, je me souviens pas l'avoir fait. Après, juste par exemple, quand on avait sur le premier TP, je me souviens qu'on avait utilisé, concaténé tout ça. On avait fait des tableaux un peu similaires, mais sans avoir fait des tableaux borne inférieure, borne supérieure. Non, j'avais jamais fait. Après, ce qu'on peut du coup utiliser en fait pour le centre de classe, on peut utiliser directement la fonction moyenne qui est rentrée dans Excel. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. La moyenne entre deux nombres. Mais je parlais de l'organisation des données de cette manière-là. Bah, c'est juste, Très... ça, oui, ça me parle juste parce qu'on l'a fait sur le TP0 avec les lois de probabilité où on avait justement, Voilà. on avait fait entre guillemets quelque chose comme ça. Du coup, là, c'est plus dans quelque chose de certain, c'est-à-dire que nous, on générait un échantillon qui suivait une loi. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'observer quelque chose, hein, combien d'individus sont entre 450 et 455, et ainsi de suite. Et on va voir, on va essayer d'en faire une représentation graphique. Et surtout, de rappeler tout ce qui est calcul d'espérance, de variance, de manière précise, quoi, de manière sans utiliser des opérateurs, mais en rendant les choses de manière générique. Donc, une fois qu'on a donc décrit nos classes, hein, donc ça et ça, eh bien, il faut rentrer ce qu'on observe sur l'échantillon, hein, il faut rentrer les effectifs. En général, on appelle ça les NI dans les cours. Donc, alors, je vais préparer un exemple, moi, donc 60 sur papier là, 12, 72, 103, 207, 223, 147, 9, 7 et 11. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des effectifs
que l'on observe. Donc ça, c'est forcément quelque chose qu'on vous donne, hein. On ne peut pas les deviner. Alors, ce qui de tradition est fait, c'est ce qu'on appelle les effectifs cumulés. Donc les effectifs cumulés, alors ça c'est un objectif, hein, c'est en gros la somme de ça, hein. On aurait pu faire la somme de ça. Mais un effectif cumulé, c'est de dire, je pars du premier, bon, bah, le premier vaut le premier, et le deuxième, il vaut la somme d'avant plus bah, le nouveau. C'est-à-dire que ça fait la somme de 72 et de 12. Et si on tire la formule, eh bien, petit à petit, 103 plus 84, ça fait 187, ainsi de suite. Donc, ça fait l'effectif cumulé. Donc, à la fin, sur cette dernière ligne, on a, si je surligne tout ça, ça fait 1287. Le dernier donne 1287. Ici, on a l'effectif cumulé. Donc, quand on fait un tableau comme ça, un peu statistique, l'idée, c'est de comment dire, de mettre des points de contrôle. Donc, ça c'était de l'information. En général, les points de contrôle, on peut les mettre, on les met au-dessus. Pourquoi? Parce que si notre feuille obtient d'autres classes, hein, a besoin d'autres classes, eh bien, on pourra les rajouter ici. Et il faut que ce soit pris en compte concernant le cumul. Donc si on se donne un peu de place ici, voilà. Donc la somme, hein, ça veut dire que c'est ici, c'est à partir d'ici, jusqu'à, si on veut faire une feuille générique, je sais pas, on dit jusqu'ici, quoi. Enfin, si on compte après, il faut faire attention qu'on n'a pas l'ensemble des lignes. Donc, si on en met beaucoup, il faut vérifier qu'on est toujours dans le scope. Et donc, la somme, c'est somme de tout ce truc-là. C'est-à-dire ici, ici. Alors, somme, je vais un M. Voilà, on retrouve le 287. Moyen de contrôle. On vérifie qu'on n'a pas eu de... Et donc ici, on dit que c'est somme des NI. Donc ça, c'est de manière traditionnelle de faire ça. On verra tout à l'heure quand on va faire les graphes. On en tire de l'information statistique. L'évolution de ça peut donner une indication sur la courbe, hein, son allure. Suivant son allure, ça peut donner une indication si c'est plutôt une probabilité, enfin quelque chose qui se rapproche d'une Gauss ou d'une autre loi. Enfin, on peut en tirer une information, donc c'est pour ça qu'on le fait de manière traditionnelle. Donc après, ce qu'on fait, c'est je rappelle, hein, ça vous avez peut-être vu, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Hein. C'est la somme et
FI fois XI. Donc XI, eh ben, c'est le centre de classe. Alors effectivement, de manière centre de classe, voilà, c'est ce qu'on appelle les XI. Ça sur plusieurs lignes. La ligne, voilà. Donc centre de classe, c'est ce qu'on appelle les XI. Et donc il nous manque les FI. Il faut calculer les FI. Alors les FI, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc c'est égal, hein, je profite pour mettre la formule, sur les NI divisé par somme, alors je vais mettre en S, c'est un sigma, mais je ne sais pas le caractère, mais enfin, on va dire somme et NI. Hein, c'est la fréquence. Une fréquence, c'est quoi? C'est une probabilité. Hein. Donc, c'est le nombre d'individus sur le nombre d'individus total. Donc, le nombre d'individus qui appartiennent à cette classe-là, ben, c'est NI, divisé par le nombre d'individus total que j'ai, c'est donc celui-là. Ou le résultat de la fréquence cumulée. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cette case-là divisée par cette case-là en appuyant sur F4 que je bloque. Forcément, c'est des nombres entre 0 et 1. Et un point de contrôle, hein, c'est que la somme des FI, ça doit être égal à combien? La somme des FI, ça doit être égal à combien? C'est ça, divise 1, tout à fait. Hop. Voilà. Le point de contrôle. Donc j'ai copié, hein, parce que cette somme-là, c'est égal à cette somme-là, mais en copiant la formule, ça l'a décalé de colonne. Donc du coup, ça fait 1. Point de contrôle, toujours, hein, faire des points de contrôle. Voilà. Donc maintenant, pour calculer l'espérance, ce que vous avez noté ici, calculer l'espérance, c'est la somme des FI XI. Alors, on utilise toujours pareil le fait qu'on travaille individu par individu, hein, classe par classe, là, en disant, on va faire ici le produit des FI fois XI. Donc, c'est-à-dire que c'est ça fois XI. J'étends ma machine. Et là, l'espérance, ou la moyenne, hein, ça dépend comment vous l'avez vu en cours, mais statistiquement, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Eh bien, l'espérance, c'est aussi cette somme-là. Voilà. Alors, imaginez que vous avez des notes à des contrôles. Que chaque note, hein, vous voyez, là c'est vos notes, hein, vos notes, et chaque note a un coefficient. Donc c'est le NI. Et comment vous faites votre moyenne? Vous prenez la note, vous la multipliez par le coefficient, plus la note multipliée par le coefficient, plus et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, vous divisez par la somme des coefficients. C'est exactement ce que
ce qu'on vient de faire. Puisqu'on a pris la note, ici, multipliée par l'effectif, mais chaque FI étant divisé par le même nombre, hein, qui est la somme des NI, eh bien, on fait exactement la même chose. Donc, en fait, ce que vous avez eu l'habitude intuitivement de faire pour calculer votre moyenne, eh bien, c'est l'espérance. Et la notion statistique qui est différente, c'est que vous, à l'époque, vous disiez que c'était la moyenne, et c'était certain, parce que on n'avait pas tiré vos notes de manière aléatoire. Hein, donc, c'était vos notes réelles, et à la fin, ben voilà, en gros, c'est l'espérance égale la moyenne, égale l'estimateur que vous calculez. Par contre, imaginez que là, comme on a fait dans le TP0, à chaque fois qu'on faisait un F9, on avait un nouvel échantillon. Eh bien, à chaque fois ici, les nombres ici changeaient, et donc ben, l'espérance changeait. Et à force de tirer des échantillons, ben, en fonction de la loi qu'on utilisait, on s'en rapprochait du calcul de l'espérance, hein, du paramètre. C'est un des paramètres de la loi. Voilà. Donc l'espérance ou la moyenne, hein, U, hein, souvent on a ça en lettres grecques, bien sûr, hein, que j'ai pas là, mais voilà, l'espérance ou U. Donc ça, c'est une chose. Alors après, un autre indicateur, hein, qui est à calculer, c'est l'écart type, la variance, hein, ce genre de trucs. Alors, l'écart type et la variance, c'est il y a deux formules. Hein. Il y a deux formules pour la calculer. Vous avez sûrement vu. La variance, c'est la somme des, euh, euh, des, il y a, alors la première, c'est on fait xi moins la moyenne au carré. Je sais pas si je sais pas si Nous, on avait vu que c'était que la variance, c'était les xi moins l'espérance, le tout au carré. Enfin, oui, c'est la somme des voilà. xi moins Donc ça l'espérance, c'est le tout au carré. là c'est la deuxième formule. C'est-à-dire que si on fait cette formule là, et là bon ben ça peut se faire. Hein, les xi on les a, la moyenne hein, ou l'espérance on l'a. On peut le faire ça. On va essayer de justement de montrer que les deux formules sont les mêmes. Et l'autre formule, hein, c'est celle que tu dis, c'est que on fait, alors on va noter E l'espérance, hein, E l'espérance des xi, xi ouais, moins l'espérance
l'espérance des xi, le tout au carré, c'est-à-dire le carré est à l'extérieur. C'est bon ça? Et comme ça, vous l'avez vu? Non, c'est pas comme ça qu'on l'a vu. En fait, c'est vraiment comme la première formule que vous avez écrite, mais à la place de la moyenne, c'est l'espérance. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'espérance égale la Voilà. moyenne selon les cours. Hein, des fois. Voilà, mais après, Ici, sinon, c'est dans l'autre formule, enfin, on l'a peut-être vu l'année dernière, parce qu'on avait fait un peu de stats où on avait des tableaux à remplir. Donc la deuxième formule, on l'a peut-être vu l'année dernière, mais je m'en souviens plus. voilà. Bah, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, que ça donne la même chose. Quoi. Alors, donc ici, on va faire la somme, la somme des carrés là. Alors, j'avais déjà tout prêt, je le retrouve. Je l'ai préparé hier soir. Alors, alors, donc FI, Donc, si je prends la deuxième formule, là, on va prendre celle-là. Donc, on a besoin des xi au carré. Mais les xi au carré, comme on en fait l'espérance, hein, c'est quoi? C'est toujours multiplié par le FI et divisé par la somme des, des enfin, c'est toujours multiplié par les FI. Donc, l'espérance de fx carré, c'est la même chose que somme des xi fois xi. Quand on, quand on dit espérance, c'est quoi? C'est un opérateur statistique qui s'attache à une observation aléatoire qu'on appelle xi et mais dans notre cas, ce qu'on observe de manière aléatoire, c'est xi au carré. Donc c'est un opérateur sur la variable aléatoire, ici dans notre cas xi au carré, et il faut regarder sa fréquence. Est-ce que ça va changer la fréquence par rapport au xi? Non, c'est toujours la même variable aléatoire, sauf qu'on l'appelle, enfin on la transforme, cette variable aléatoire, on la met xi au carré, et comme on le fait pour l'ensemble des échantillons, l'effectif c'est toujours le même. Donc la fréquence sera toujours pareille. Hein, la fréquence qui est ici sera toujours pareille. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est ça au carré, et ça au carré, c'est simplement quoi? Ben, c'est fixi, puisque je dois le multiplier par la fréquence, multiplié de nouveau par x. Hein, c'est les fi xi au carré. Donc,
on tire la formule. Et la somme, donc, la somme des c'est des FI. Alors, à chaque fois, je vais mettre S parce que ça va être plus facile. Dans des FI fois XI au carré. Cette somme-là, ben, c'est bien F2, hein, c'est cette somme-là. Et donc, d'après la formule, la variance, ça va être là, hein, la variance, c'est égal à, eh bien, cette somme-là, on a dit l'espérance des xi au carré, moins la moyenne au carré. L'espérance, c'est la variance, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était en utilisant cette formule-là. Alors, pourquoi en général en informatique on utilise cette formule-là? Parce qu'elle va minimiser les calculs. Parce que ça a été nécessaire pour calculer l'espérance. On voit qu'on n'a plus qu'à multiplier par xi au carré pour obtenir cette somme-là et cette somme-là, et après la variance c'est déduit des deux choses. Donc, on va faire la même chose avec la formule que vous avez vue vous. Donc c'est la somme des xi moins l'espérance au carré. Euh, alors, oui, alors peut-être avant de calculer ça, en général on calcule autre chose aussi hein, dans les tableaux. C'est l'écart type. L'écart type, c'est la racine de la variance. Voilà. Ça fait 9,44. Alors l'autre formule, hein, c'est en utilisant donc, on a besoin de calculer xi, les xi moins, on va prendre le nom que tu as donné, donc l'espérance des xi, et le tout au carré. Donc ça veut dire que on ouvre une parenthèse, on prend les xi moins la moyenne qui ne doit pas bouger, F4, qu'on élève au carré. Voilà. Donc c'est pareil, ici on fait la somme
la somme de... Voilà, hop, pied. Ah, je mets ici. Alors, maintenant, est-ce que... Enfin, c'est pour ça que j'ai pas le cours devant moi que vous avez pu avoir, mais est-ce que vous sentez que cette formule-là, vous m'avez dit, hein, la somme des xi, centre de classe, moins la partie espérance, est-ce qu'à votre avis, il manque pas quelque chose? Parce que ça, c'est une somme, c'est pas encore une espérance. Et donc, nous, on doit, tous ces opérateurs, hein, c'est en lien avec la stèle, le phénomène aléatoire qu'on observe. Donc, dans cette formule-là, il manque le caractère statistique. C'est-à-dire que il n'y a pas les FI. Hein. On a le centre de classe. Bon, les FI apparaissent là-dedans, hein, mais du coup, ici, il y a une sorte de désynchro, quoi. Une désynchro par rapport au fait de la variable aléatoire qu'on observe. Donc, la formule ici, hein, c'est, on peut calculer ça, mais ce qu'on a vraiment besoin, alors on peut le mettre directement ici, hein, c'est des FI pour pouvoir avoir une variable, pour prendre en compte le fait que on a des effectifs ici. Le vrai calcul, c'est donc de multiplier par les FI. Et c'est là qu'on voit que cette formule est plus compliquée parce que elle augmente. On est obligé de faire une différence et l'élever au carré. Alors qu'ici, on a juste à élever au carré. Parce que de toute façon, les FI ici, on a besoin de les calculer pour l'espérance. C'est pour ça que de manière traditionnelle, on utilise l'autre. Voilà. Et quand j'en fais la somme, vous voyez, j'obtiens la même chose. Donc ici, FI, XI. Avant, hein, c'est aussi la variance. Ah, c'est passé. Ah, ça y est, j'ai cliqué sur quoi là? Ah, bon. Sur quoi j'ai cliqué là? Je suis dans quoi là? Ah, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon? Donc deux manières de calculer la variance. Ça, mais ça nécessite plus de calculs. Et sinon, celle-là, qui est à base des FI, FI XI, auquel on remultiplie par XI pour avoir le XI carré. On en fait la somme.
et puis après, une différence entre deux nombres. Que, si ici on a 1 million de données, on voit que 1 million de données, ça augmente potentiellement le nombre de calculs à faire au niveau de l'ordinateur. Donc là, par contre, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, et voilà. Alors, c'est là où je vous montre le côté un peu générique de la chose. C'est-à-dire que quand on essaye de voir les feuilles de cette manière-là, un peu plus générique, imaginons maintenant qu'on a une classe supplémentaire. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a juste à tirer cette formule-là. Toujours pareil, en faisant attention à l'amplitude. Si l'effectif, maintenant, je sais pas moi, et on va faire une désynchro là, tiens, on va faire 50. Effectif cumulé, voilà. On a les points de contrôle. La fréquence est égale à 1. La moyenne a changé, forcément. La variance, toujours égale, hein, entre elles, hein, les deux méthodes. Et comment ça s'appelle, l'écart type a été automatiquement calculé. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir les choses de cette manière-là, pour que ça soit je réponds à quelqu'un. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Donc je supprime ça. Pour rester. Donc toujours pareil, enregistrer sous, parcourir. Éviter les problèmes. D. Tac. Voilà. Donc après, on verra tout à l'heure, il y a d'autres opérateurs qui interviennent, hein. Ce qu'on appelle les. Alors ça, ces trucs-là, là, xi moins la moyenne, c'est ce qu'on appelle le calcul des moments. Hein. Ça rappelle un peu ce qui se passe dans le monde de la physique. Hein. Un objet est lancé ou tourne autour d'un centre, on calcule les moments. Enfin, il y a un certain nombre d'impacts. Mais l'idée, c'est que on veut voir l'écart à la moyenne d'une position. Par exemple, si xi c'est une position, et bien, par rapport à la moyenne de toutes les positions, donc l'espérance de position, eh bien, on veut regarder l'écart. C'est sûr que l'écart, si on fait intervenir un signe, eh bien, ils peuvent s'annuler. C'est pour ça que le moment d'ordre 1, c'est-à-dire quand c'est une puissance 1, en statistique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Physique ou ailleurs peut-être, mais ici non. Et donc, en statistique, on regarde d'autres moments à l'ordre 3, à l'ordre 4.
Et ça permet de calculer ce qu'on appelle les coefficients de Fisher, les coefficients de Pearson. Je ne sais pas si ça vous l'avez vu, mais bon, on regardera ça sur notre temps tout à l'heure. On les a vus vaguement en fin d'année dernière, les coefficients de Fisher et de Pearson, mais Voilà. très, très brièvement. Ok. Mais on en a entendu parler, quoi. Ok. Eh ben, on peut le faire. On peut le faire maintenant. Et comme ça, je continue. Donc, pour calculer les autres moments, eh bien, c'est pareil. On va devoir calculer ce coup-ci cela, hein, et à l'ordre 3. Ça veut dire que c'est quelque part, c'est cette formule-là. La formule, hein, je ne peux pas copier la cellule parce que ça va décaler. Mais on est à l'ordre 3. Donc forcément, il y a des nombres négatifs qui apparaissent. Et du coup, on fait comme ici, hein, c'est-à-dire que tac, tac, nombre 3, on en fait la somme. Voilà, bon, bah, il est presque égal à l'autre, mais bon, c'est quand même différent. Et l'ordre 4, on recommence. L'ordre 4, là, et ce coup-ci, forcément, il est beaucoup plus grand. Parce que ça mange les signes. Dès qu'on a dès qu'on a un exposant en paire, forcément, ils ne peuvent pas se compenser. Forcément, ils sont toujours positifs, donc c'est forcément des nombres beaucoup plus grands. Et donc, quand on a l'ordre 3, je me souviens plus lequel est lequel, c'est Fisher, l'ordre 3. Fisher, c'est Fisher, okay. Ordre 3. Et l'ordre 4, Pearson, c'est Pearson. Voilà. Ok, merci. Alors, par contre, c'est pas ça le coefficient de Pearson. Hein. Ça permet parce qu'en fait, le coefficient de Pearson, c'est une sorte Alors, je redis tout. On voit que l'ordre 2 ici, permet de calculer la variance. Et grâce à la variance, on a l'écart type. Donc maintenant, on veut voir l'impact des autres moments, c'est-à-dire des autres manières de décrire la différence entre l'espérance et la variable aléatoire qu'on observe. Attendez, j'ai quelqu'un qui sonne. Vous êtes toujours là, les filles? Ouais, c'est bon, je suis de nouveau là. Donc du coup, l'idée, hein, c'est de voir l'impact de ces moments. Mais quand on veut voir l'impact de quelque chose, c'est toujours en faisant une comparaison par rapport à quelque chose. Eh bien, comme celui-là a permis de calculer donc la variance et l'écart type, eh bien, bon, de tradition, ils ont pris l'un ou l'autre, donc ils ont pris l'écart type. Donc le coefficient de Fisher, on peut mettre ici à la limite, Fisher. Voilà. Ça va être le côté, donc ordre 3, c'est-à-dire que c'est la somme des ordres 3 divisée par l'écart type chapeau 3. Pourquoi? Parce que on essaie de comparer les mêmes exposants ensemble.
ça donne Fisher. Bon, voilà, on a un Fisher négatif. Et puis Pearson, c'est la même chose, c'est-à-dire la somme des moments d'ordre 4 divisé par la variance, aussi chapeau 4, à l'exposant 4. Et donc là, on a un Pearson de... Et du coup, qu'est-ce que donnent ces informations-là? Fisher et Pearson. Donc Fisher, vous savez, c'est le côté... c'est le côté par rapport à par rapport à sa moyenne, si c'est plutôt à gauche de la moyenne, si je peux pas faire un dessin, si peut-être avec Paint, je crois que j'ai Paint sur mon Paint, voilà. Si je prends une courbe comme ça, et si ma moyenne est plutôt là, eh bien, j'ai une dissymétrie par rapport à la moyenne à gauche. Et donc, si j'ai une dissymétrie par rapport à gauche, eh bien, le Pearson est positif. Le Fisher, pardon. Le Fisher est positif. Et si la moyenne est là, donc une dissymétrie à droite, il y aura un décalage, donc Fisher, qui sera négatif. Voilà. Donc, voilà pour le Pearson et le Fisher. Ça, c'est, je sais pas si ça vous rappelle des choses ou. Il y avait aussi le coefficient de Gini, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, ça. D'accord. Alors, là, on est toujours dans la partie un peu chiffre, hein. Donc, la partie un peu chiffre. Euh, donc, c'est ce qu'on a vu avec le premier TP, hein. C'est que ce qu'il faut aussi représenter, c'est des graphes pour pouvoir permettre de se donner une idée de l'allure, hein. Donc, on peut faire ici deux types de graphes sur les FI cumulés, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, de manière traditionnelle, ça on appelle, je n'ai pas dit tout à l'heure, on appelle les grands FI. Pour, voilà. Et les effectifs cumulés, on appelle ça les grands FI, contrairement aux petits FI qui sont ici. Enfin, pardon, c'était les grands NI. Ici. NI. Et puisque j'étais sur les effectifs. Et là, on peut faire la même chose aussi avec les FI. Des FI cumulés. Donc souvent, on peut faire un dessin avec les effectifs cumulés, mais statistiquement, pour pouvoir le comparer à une loi, les grands FI cumulés. Donc on va le rajouter. Insertion d'une colonne, voilà. Et du coup, ici, là c'est FI, c'est fréquence. Hein. Fréquence cumulée. Et donc, c'est ce qu'on appelle les grands FI. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est la première, c'est la fréquence. Et la deuxième, c'est celle d'avant plus celle d'avant plus la suivante. Donc. Et du coup, la dernière doit être égale à 1, point de contrôle, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'on fait des cumuls, donc on doit retrouver la somme.
Alors, la courbe, le mieux, c'est donc de faire des feuilles en plus, hein. Alors, par défaut, on peut, quand on... Enfin, pour Excel, hein, c'est pas vraiment un outil de mathématiques, quoi. Donc, quand vous voulez faire des courbes de manière dynamique et autres, il y aura toujours un petit problème de réajustement d'échelle ou de visuel, hein. Donc euh, donc bon, pourquoi pas choisir plus de données que la nécessité pour pouvoir faire justement du dynamique, hein, s'il y a des lignes supplémentaires qui apparaissent. Mais bon, faut se dire que c'est pas forcément la meilleure manière de faire. Mais bon, prenons cette première solution. Donc ça veut dire que cette courbe-là, on veut la voir. Donc on choisit ces données. Et le souci, c'est que cette fréquence-là, elle est faite pour un centre de classe, hein, qui est ici. Donc si on veut bien représenter les choses, parce que les centres de classe, eux, ils peuvent bouger, hein. Là, ils sont tous équidistants parce qu'on a pris le cas d'une amplitude qui est toujours de 5. Il faut imaginer que c'est pas forcément comme ça euh, représenté. Donc ça veut dire que au minimum, quand c'est équidistant, le plus simple, hein, c'est donc de faire la sélection de la courbe, de faire insertion graphique, voilà. Alors, le côté nuage de points, comme on a fait pour le dernier TD là, et puis euh, le faire afficher. Ensuite, vous voyez que ça devient par-dessus la feuille de calcul, c'est pas très intéressant. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire un CTRL X et puis aller dans une nouvelle feuille, le coller. Voilà. Et puis donc, vous avez l'information. Et comme je vous l'ai dit, hein, il calcule des choses pour vous. Donc ici, vous voyez, c'est pas forcément enfin la bonne échelle, quoi. Et sur les X, hein, lui, il s'est pas embêté, il a dit valeur 1, valeur 2, valeur 3. Ça veut dire que ça suppose que c'est équidistant. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est de dire, je vais donc choisir, je sais pas moi, jusqu'à 100, voilà, et X, je me suis trompé, et X, et jusqu'à, voilà, appuyer sur CTRL, hein, qui est la sélection disjointe, et euh, aller, oups, les sélectionner. Donc, faut lâcher CTRL, hein, parce que vous avez vu, si je maintiens CTRL et j'essaye de me déplacer ici avec la souris, ça fait des zooms, hein. Donc, aller jusqu'à le X qui est ici et faire, alors ça va pas marcher, peut-être CTRL SHIFT, non ça va pas marcher. Là, quand c'est comme ça, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Parce que si on met CTRL, ouais, on est obligé de faire comme ça. Ouais. Euh, ouais. Pour les graphiques, en fait,
le problème, comme j'ai dit, Excel, c'est pas fait pour des calculs mathématiques. Alors, on peut bidouiller. C'est-à-dire que il faut qu'absolument les données soient, comment dire, conjointes comme ça. Là, il n'y a pas de souci. Il va prendre la première comme étant les X, la deuxième comme étant les Y, et il va pouvoir faire le graphe. Donc, dans ce cas-là, nous, on l'a pas. Elles sont disjointes. Donc, en fait, il faudrait prendre ça. Et si on n'avait pas beaucoup de données, ben, on peut construire à la main en faisant contrôle, là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin, en sélectionnant tous les trucs, voilà, comme ça à la main. Mais vous voyez que c'est pas efficace, quoi. Donc l'idée, on fait pas comme ça, c'est qu'on construit, puisque c'est Excel, hein, on construit ben, la série, juste pour que les données soient l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire que centre de classe ici, et on a dit le cumulé. Donc ça veut dire que ici, on peut rajouter une colonne où on remet les centres de classe, où les centres de classe, au lieu de les calculer là, on les calcule ici. Hein. On remet les centres de classe et on leur dit, voilà ce que vous voyez, vous valez la même chose que ici. Et donc là, par contre, on a jusqu'à 100, enfin voilà, plein de vides. On a les X et les Y l'un côté de l'autre. Ce coup-ci, on peut faire insertion, nuage de points, comme ça. Et là, vous voyez bien que l'on a le graphique est correct avec les XI qui sont équirépartis, donc les points sont toujours à la même distance, et on a l'allure de la courbe qui est ici. Alors, je vous rappelle au passage hein, que les fréquences cumulées, quand on arrive à 50, hein, c'est ce qu'on appelle la médiane. Et puis à 25, c'est Q1, et à 75, c'est Q3. C'est pour permettre de calculer la boîte à moustache. Donc bon, si on avait un peu plus d'heures, on pourrait faire aussi de la boîte à moustache, mais bon, pour l'instant. Donc contrôle X, hein, pour le graphe, et puis on le met ici. Alors c'était pas dans le même graphe, hop, dans un graphe à côté. Voilà. Donc l'intérêt, hein, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vous voyez que contrairement à celui-là où on a un positionnement qui est indice 1, indice 2, indice 3, indice 4, c'est en fait le, comment dire, le numéro de ligne. Donc ça n'a pas d'intérêt statistique, le numéro de ligne. Hein. On n'est plus dans quelque chose qu'on observe entre 450 et 500. Ça, c'est grâce au deuxième graphique. Donc c'est là où il faut faire attention quand on représente quelque chose de manière graphique, c'est pas rajouter de la fausse information. Comme le premier, c'est une fausse information parce que le numéro de ligne, ben, on n'en a jamais parlé et ça n'a pas d'intérêt. Alors que ici, on reste dans le contexte statistique. Et après, ben, comme je vous l'ai dit, cette allure-là, bon, pour ceux qui après ont les différentes ont les différentes formes, enfin visions selon les lois statistiques de la manière de voir la fréquence cumulée, eh bien, peuvent se dire, ah ben, ça se rapproche plutôt d'une loi normale ou plutôt d'une loi de Student, etc. Donc ça, c'est un peu le. Ça, on va dire que c'est les graphiques. Puis ça, c'est la feuille. C'est calcul. Donc,
Voilà, alors donc dans Excel, il faut être un peu bidouillard, quoi. Quand les données sont pas forcément au bon endroit, on les déplace ou on voit un peu les choses différemment, mais voilà. Donc ça, c'est la partie fréquence cumulée. Après, l'autre graphique que l'on peut faire, c'est tout ce qui concerne ces effectifs-là. Vous voyez, en plus, des fois, grâce au nombre, hein, quand on compte, on voit un peu finalement l'allure. Parce que si pour ce centre de classe, on met ça en, en Y, eh bien, on voit une sorte à 400, à 52,5, on n'a que 12. Et puis après, ça grandit. Et donc, du coup, ça a tendance à faire justement un truc comme ça, là. Hein, si on met ici les effectifs, 12 c'est là, machin, etc. Et puis ainsi de suite. Ici, c'est la première classe, la deuxième classe, la troisième classe, etc. En général, qu'est-ce qu'on fait? On fait un histogramme. C'est-à-dire qu'on représente ça de manière voilà, par un histogramme. Donc l'idée, c'est de faire un histogramme sur ces centres de classe. Alors, soit on le fait avec les effectifs, soit aussi on le fait avec les fréquences. Donc, ça veut dire que si on le fait avec les effectifs, l'un et l'autre sont à côté. Faire, hop, insertion, ce coup-ci, un histogramme. Alors, ah oui, alors, Excel, là-dessus, il est un peu embêtant. Je sais pas si... Alors, avec ma version d'Excel, hein, parce que ça évolue. Insertion. Je pense que c'est celui-là. Non. Là, il y a les potes à moustache. Non, on va être embêté parce que il prend. En fait, la problématique, c'est qu'il prend. En fait, il peut pas le faire d'une manière directe. Donc, pour lui, il dit qu'il y a deux séries ici. Il calcule un histogramme, c'est pour ça qu'il y avait des bâtons en bleu et des bâtons en rouge. Donc, on va dire que c'est celui-là qui est le plus intéressant dans un départ. Donc, là, on a on revoit hein, les 250, les effectifs, on le voit bien. Par contre, en abscisse ici, on ne voit pas les classes. C'est là où c'est un peu embêtant avec Excel, c'est qu'on est obligé d'ouvrir la, comment dire, la série. Alors, je ne sais pas où elle est passée. Voilà, sélectionner des données et de dire que pour les libellés, vous avez vu les libellés, il a choisi 1, 2, 3, 4 par défaut. Hein. Et ces libellés-là, on ne veut pas ceux-là. On veut les libellés qui sont ici. Donc, on va regarder jusqu'où j'étais allé. Je suis allé jusqu'à 39. Donc, jusqu'à 39, on va changer donc les libellés de la série de données. La sélection des données, voilà. On va changer les libellés et on va aller jusqu'à le même nombre de données. Et là, on fait OK. Et
ben là, il n'a pas eu de... Alors si, je vois qu'il a pris le centre de classe, donc il ne faut pas prendre le premier. Donc, on revient ici. Ajouter. Alors selon les versions de... donc ça passe à partir de 5. Voilà. Alors, en plus, vous voyez, c'est qu'il ne sait pas reconnaître qu'il n'y a pas de données. Le graphique, c'est pour ça qu'on a plein de choses à gauche. Pardon, plein de choses à droite. De vide là, plein de vide à droite. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, les graphiques dans Excel, c'est pas vraiment fait pour ça. Hein. Le mieux, c'est R ou des logiciels gratuits de ce type-là. Enfin, l'idée est là, c'est-à-dire qu'au pire, ce que vous faites, c'est vous le faites vraiment customiser, c'est-à-dire en lien avec. Donc, s'il y a des données jusqu'à 14, donc on va aller jusqu'à 14. Et puis les effectifs modifiés, pareil, on va aller jusqu'à 14. Voilà. Et du coup, on va avoir voilà un véritable histogramme. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a l'allure d'un dôme, hein. Donc ça veut dire que ça se rapproche plutôt d'une loi de Gauss. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est les coefficients qu'on a vus tout à l'heure. Pearson notamment. Ben, on va voir si ça explique. Alors oui, ça, le graphique ici, on fait CTRL X et on le met dans la partie graphique. Ah, raté. Voilà. Là, on a la partie graphique. Et donc, Pearson, qu'est-ce que disait Pearson? Fisher, la dissymétrie. Fisher, il disait, ah, on est négatif. Donc, si on est négatif, on a une dissymétrie à droite. Si je vais dans le graphique, on voit bien que par rapport à la moyenne, hein, je regarde ma moyenne c'est 475, 21. Donc 475, 21, c'est où? C'est là. Hein, c'est 72, 77, donc c'est au milieu ici. Eh bien, on voit bien que le gros, plutôt le gros de la, hein, le pic de la distribution, il est plutôt à droite parce que le Fisher est négatif. Et si le Fisher était positif, ça serait l'inverse. Alors, il faut se méfier. Alors, Fisher, hein, là c'est la théorie, hein, c'est tel qu'on l'a écrit. Mais quand vous utilisez d'autres logiciels qui vous fait ça de manière automatique, eh bien, il faut s'en méfier parce que des fois, c'est dissymétrie à gauche, c'est positif, et dissymétrie à droite, c'est négatif. Hein. Enfin, et l'inverse, je veux dire. Il faut bien lire la documentation du logiciel parce que des fois, derrière le mot Fisher, ils utilisent une facilité. Hein, parce que vous voyez, ici, on dit que c'est négatif. Et du coup, négatif, nous, quand on a l'habitude, hein, le négatif, c'est plutôt à gauche. Hein, quand vous avez un zéro, un axe avec zéro, les négatifs sont à gauche. Donc, on voudrait dire plutôt que quand c'est négatif, c'est dissymétrique à gauche, hein, pour rester cohérent. Et donc, voilà, faut faire attention. Derrière du Fisher, peut se cacher moins le Fisher, en fait. Et voilà. Bon. Donc ça, c'était le côté histogramme.
Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Juste en fait savoir ce qu'on va devoir du coup vous rendre après sur le, enfin ce qu'on va devoir mettre sur le rapport. On explique ce qu'on a vu, bah, mettre un tableau statistique, etc. Alors, pour ce qui est du rapport, hein, donc comme je vous l'ai dit, alors attendez, parce que je me suis envoyé par mail. Faut que je retrouve mon mail là. Alors, mon mail, ça. Là, donc j'avais fait un draft. Je vais donc le télécharger. J'ai pu me connecter sur les serveurs de la fac à distance là, et puis récupérer. Donc, pour ceux qui l'auraient pas, je peux l'envoyer. Hein. Ok. Parce qu'il l'a téléchargé. Là. Téléchargement. Là. Ah bah il est en cours. Voilà, c'est fait. Donc, CTRL X, je vais le mettre tout de suite ici. Tac. 113. Ici. Voilà. Donc là, du coup, c'est un TP5. Tac. Et le travail à faire. Donc c'est ce qu'on avait défini. Hein. Donc rendre pour le 17 avril. Alors je ne sais pas comment vous allez pouvoir travailler ensemble. Parce que du coup, ici, aujourd'hui, là, euh, donc, vous êtes trois binômes différents. Vous êtes tous du même. Enfin, c'est pas des binômes. Oui, non, en fait, bah, il y a Mégane et Mathilde, on est toutes les deux ensemble. Ouais. Et après, Johanna, je sais pas avec qui tu es, mais bah, avec Jules, elle vient de me dire dans les commentaires. Mais, voilà. Mais nous, avec Mégane, on est ensemble. D'accord. D'accord. Donc du coup, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer par mail la mail list, là, le corriger, enfin, ce qu'on a fait en séance. Et puis, je vais renvoyer euh, le petit texte travail à faire là, sur lequel on avait écrit. Et pour ce TP-là, euh, ce TP-là, alors, hop, c'est où? Je vais noter. TP4, TP5, voilà. En fait, l'idée, c'est que vous avez vu, on a fait là une structure qui est un peu générique. Donc, soit sur Internet, vous trouvez un jeu de données qui correspond. Hein. Donc, un jeu de données, c'est-à-dire quoi? C'est que vous avez des classes d'observation avec des amplitudes qui sont plus ou moins égales ou pas. Hein. C'est pas le souci. On a vu que c'était pas ça. De rentrer ce jeu de données dans les cases en question. Et puis, automatiquement, ça va normalement mettre à jour tous les graphes, les machins, les trucs, enfin tous ces trucs-là. De faire en sorte que la feuille, euh, feuille et graphe hein, soit dynamique sur un jeu de données. Soit vous reprenez ça de l'année dernière, hein, puisque vous m'avez dit que vous aviez vu ce genre de tableau,
soit cette année, je pense que potentiellement vous avez peut-être vu un exercice avec des classes, soit alors vous le cherchez sur internet. Un jeu de données donc de l'année dernière. De cette année, ou un seul, ou de cette année, ou sur internet. Je pense que bon, si on fait l'exercice là tout bêtement, hein, je fais jeu de données par classe, amplitude, je sais pas moi, amplitude non constante. J'aurais peut-être dû mettre jeu de données statistiques. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'internet, vous m'entendez, oui? Allô? Oui, moi je vous entends Ouais. toujours. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas chercher sur Google. Alors attendez, peut-être que on va chercher avec un autre navigateur. Ah oui, là ça marche mieux. Donc données statistiques sous forme classe. Différentes. Regroupement par classe, voilà. Bah, par exemple ça, regroupement par classe, ça vous donner même voilà, ce genre de truc quoi. Vous voyez, on retrouve ce qu'on vous demande en général, les fréquences, les effectifs, de calculer un histogramme, voilà. Bah, de calculer justement l'espérance, vous voyez, hein, la moyenne. Eux, ils ont appelé ça la moyenne. Hein, mais c'est l'espérance. Bah voilà, enfin, ce genre d'exemple. Quoi. Ouais. Par exemple, je le mets hein, dans le truc. Alors, l'espérance, c'était travail à faire, voilà. Je vais mettre un jeu de données. Alors, de l'année dernière ou cette année ou sur Internet, par exemple. Voilà. Donc, ça va être ça. En fait, l'idée, c'est de vous approprier la feuille sur des connaissances que normalement vous connaissez et de rendre générique les choses hein, pour que ça se fasse de manière automatique. Voilà. Après, alors là, j'étais obligé de vous laisser 5 minutes au moins pour dire que je suis vivant au groupe là, enfin ma boîte. Donc je vous laisse de 5 minutes. Alors, 5 minutes, c'est-à-dire que hop, je-
Allô, allô? Oui, oui, on vous entend Ouais, toujours. ok. Bon. Bah désolé, là, j'ai dû aller, et donc je dois aussi faire des trucs. Donc on va pas forcément en rajouter. Alors, je regarde ce que je vous ai demandé de faire. Voilà, sur celui-là, c'est de faire donc une feuille qui soit dynamique sur un jeu de données, comme je viens de dire. Et puis, la question, c'est par rapport à tout ce que on a vu là, hein, c'est de voir si vous pouvez faire un test. Alors ça, c'est si vous l'avez vu en cours, ou si vous avez le temps de chercher, un test, ce qu'on appelle d'adéquation, adéquation, avec une loi. C'est-à-dire que là, vous avez observé donc que ça ressemble par exemple à une Gauss, hein, une courbe de Gauss. Et l'idée, c'est de faire une validation que que ça suit une loi de Gauss. C'est-à-dire que votre effectif, est-ce qu'il a des chances, même si ça ressemble à une loi de Gauss, ça peut être trop loin statistiquement pour se dire que c'est une loi de Gauss, soit statistiquement, ça se rapproche d'une loi de Gauss. C'est ce qu'on appelle les tests d'hypothèse. Je ne sais pas ça si pour l'instant vous les avez vus. Ça, non, on n'a pas vu. Non, vous n'avez pas vu. Donc, bon, c'est le petit plus, hein, donc c'est de voir si, par exemple, il y en a qui s'appellent T-test, T-test. Donc, je peux vous montrer. Hop, je sorte du bonjour quotidien. Là, hop, sinon. Si on prend le truc d'Internet, là. T-test. Et de loi. Un test comparé de loi. Alors, on peut mettre Excel. Test T, hein, donc tes tests, là, tes tests, student test. Voilà, c'est de voir si, en fait, vous avez tous les ingrédients, hein, puisque normalement, vous avez étudié la loi de student, hein, je vous l'avais mis dans la liste. Donc, enfin, c'est possible, je vais mettre ça, recherche dans chercher Google. Un peu ce genre de truc. Voilà. Alors, je remets le truc. Voilà. Voilà pour ce TP5, hein, donc c'est surtout la première partie là, avec un ou plusieurs jeux de données, c'est vous qui voyez. Et puis, si de commencer à regarder cette partie-là en fonction de ce que vous trouvez sur internet. Sinon, si c'est trop compliqué pour vous, ben, vous faites pas parce que vous n'avez pas encore vu le cours. C'est bon? Oui, oui, j'avais juste une question au sujet du TP3. Oui? Vous nous avez demandé, en fait, donc du coup, on a des exercices à faire. Vous nous aviez donné une feuille d'exercice vous-même, où il y a Oui? 2 exercices. Et après, les autres exercices à faire, c'est des exercices de notre cours. Voilà, c'est ça.
Il doit y avoir 5 exercices. Est-ce que c'est les 5 qui sont à faire ou il y en avait juste quelques-uns que vous voulez qu'on fasse? Vous piochez ceux que vous avez jugés possible de faire par Excel. Vous Ok, en prenez un, ouais, vous en prenez un ou 2, enfin, au moins 2, au moins 2. d'accord, ça marche. Merci. Bon, ben, C'est tout bon. je vous laisse alors. Et bah, merci beaucoup, puis passez une bonne journée. Ben, vous aussi et puis, Bon courage. bah, je vais ouais, ouais, merci, vous aussi et puis bon, bah, s'il faut faire un complément, je vois que par internet maintenant ça marche, on pourra toujours faire, des visioconférences. Ok.